Bonsoir à toutes et à tous. Richard Malka est un homme qui sort accompagné par la voix de Georges Kiechman ou celle de Robert Badinter, qui ne doivent jamais être bien loin de lui lorsqu'il plaide pour les libertés publiques, en particulier la liberté d'expression et la liberté de conscience. Richard Malka est un homme accompagné par des siècles de lutte pour le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de blasphémer, le droit d'emmerder Dieu, accompagné par Voltaire, avec lequel il a passé une nuit au Panthéon et dont il est revenu avec un livre, Après Dieu. Accompagné, Richard Malka, par tous les esprits libres qui luttent dans ce pays pour ne pas être écrasés par la peur, pour ne pas vivre sous le joug des menaces et des kalachnikovs, pour que l'obscurité ne gagne pas la bataille au pays des Lumières. Accompagnés aussi par tous ceux qui ne luttent plus, car ils ont payé de leur vie cette liberté, par les rires au loin de Cabu, de Charb, de Volin, d'Honoré, de Bernard Maris, Tinius, de Simon Fieschi, ces copains de ce Charlie qu'il défend depuis plus de 30 ans. Accompagné aussi par l'héroïsme de Samuel Paty, de Dominique Bernard, de Clarissa Jean-Philippe, des morts de l'hypercachère, du Bataclan, de l'école Ozaratora. Alors, Richard Malka est un homme accompagné par des flics qui le protègent où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Il est venu, comme beaucoup d'autres invités aujourd'hui à Thionville, avec eux. Et je crois que l'on peut applaudir ces fonctionnaires de police qui protègent tant et tant d'esprits libres qui sont menacés dans notre pays par ceux qui n'aiment ni la liberté, ni le rire, ni la liberté de rire. Richard Malka est venu accompagner à Thionville. Il avait le droit à un invité, à une carte blanche, alors il est venu avec un copain, un compagnon de liberté. Philippe Val et lui se connaissent depuis des décennies, au moins depuis le temps où Philippe était directeur de Charlie Hebdo. C'est dire s'ils en ont fait du chemin ensemble, s'ils en ont franchi des obstacles, comme celui-ci. En 2007, bien avant les attentats, Charlie Hebdo est assigné en justice par la Grande Mosquée de Paris, par l'Union des organisations islamiques de France et par la Ligue islamique mondiale. Leur tort, avoir publié des caricatures du prophète Mahomet dans une édition du journal, celle de la fameuse une dessinée par Cabu, c'est dur d'être aimé par des cons. Avec Georges Kiechman, Richard Malka défend le journal et son directeur Philippe Val. Le dernier jour, le temps de plaider est venu. Le reste, c'est le réalisateur Daniel Lecomte qui le capture. On était en plein dans l'argumentation adverse, qui était de nous dire, et ça repose sur des propos qu'on n'arrête pas d'entendre et qui m'ont m'énervé au plus haut point, qui était de dire, c'est pas juste, il y a 2 poids, 2 mesures. Je voulais démontrer qu'en aucun cas, il n'y avait 2 poids, 2 mesures, bien au contraire, et qu'en réalité, ce qu'il demandait, c'était un régime de faveur. Alors j'ai repris l'histoire des relations de Charlie Hebdo avec les autres religions, et en particulier la religion chrétienne, pour leur dire, mais vous voulez vraiment une égalité de traitement? C'est vraiment ce que vous cherchez, ce que vous revendiquez, une égalité de traitement? S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, on va vous la donner. Quand j'ai vu Richard sortir les dessins sur les religieux, les intégristes, qu'on a fait il y a 10 ans, 15 ans dans Charlie, quand je l'ai vu sortir ces dessins, j'ai dit, mais putain, qu'est-ce qu'il fait? Mais où il va? Mais on va à la catastrophe, c'est pas possible. Et j'ai rappelé que quand le pape est venu en France, eh bien Philippe Val titrait son éditorial « Bienvenue au pape de merde ». Et je leur ai dit, mais vous voulez qu'on vous fasse la même chose? Vous voulez l'égalité de traitement? Vous saviez pas à ce moment-là du tout? Non, je savais pas que c'était ces dessins-là qu'il allait sortir. D'une violence, c'est énorme. J'ai rappelé que Riss, sur 2 pages, avait protesté contre les commandos anti-avortement en incitant les lecteurs de Charlie Hebdo à faire la même chose dans les églises et à aller chier dans les églises, et en représentant des personnages qui déféquaient dans des bénitiers. Et là, il citait un dessin de Jésus avec un clou dans le cul ou je sais plus quoi. Vous voulez qu'on dessine Mohamed avec un clou dans le cul? Vous voulez l'égalité de traitement? Etc., etc. J'ai montré les dessins où on appliquait un pistolet sur la tempe de l'enfant Jésus, où on lui faisait exploser le cerveau. Moi, j'étais là, je me suis dit, ils vont pas supporter. Il y avait des trucs de sodomie, je sais pas quoi, enfin des trucs...
les avocats de la partie adverse, les musulmans, ils sont là, ils prennent un air choqué, ils sont là. Et puis tout d'un coup, ils éclatent, ils se marrent. Et c'est trop bien, quoi. Alors effectivement, derrière moi, à ce moment-là, j'ai entendu la salle exploser de rire. Là, j'ai eu peur, parce que là, à un moment, je me suis dit, j'ai dit une énormité. C'était pas un rire méchant. C'était vraiment pas le rire des salopards, quoi. C'est pas le rire vindicatif. On se marre. Puis là, il n'était plus question de musulmans, non, c'était autre chose. Ouais. C'était vraiment le principe du blasphème. Ouais. Le principe, on peut blasphémer. Ouais. Et regardez vous-même, vous vous marrez. Et ensuite, je leur ai dit, mais alors peut-être qu'en plus d'être islamophobes, nous serions christianophobes. Bon, d'accord. Alors voyons ce que nous faisons sur Bouddha, par exemple. Et j'ai montré les articles et les dessins où on imputait à Bouddha d'avoir pété une durite. Et je leur ai dit, bah alors on serait en plus bouddhaphobes. Et puis j'ai montré la même chose sur les Sikhs et sur les Lubavitch et sur tout le monde. Le président a dû demander, non pas à Malka de se calmer, mais au public de respirer par le nez parce qu'il commençait à s'étouffer un peu. Et j'aurais dit, mais alors, qu'est-ce que vous nous demandez avec cette égalité de traitement-là? Et en réalité, c'est pas ça que vous nous demandez. En réalité, ce que vous nous demandez, c'est de faire un sort particulier à l'islam qui serait la seule religion qui n'aurait pas le droit d'être caricaturée, d'être traitée avec humour. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible parce que ce serait cela qui reviendrait à faire de la discrimination. C'est donc dans un grand éclat de rire et un tonnerre d'applaudissements que je vous demande d'accueillir Richard Malka et Philippe Val. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. On va quand même pas passer par Wikipédia pour vous présenter alors qu'on vous a sous la main. Alors j'ai envie de commencer par ça. Puis Philippe, tu veux dire quelque chose? Merci pour l'accueil, c'est très touchant. On n'a encore rien dit, rien fait, c'est sympa. Sauf que c'est pas très sympa d'avoir commencé en montrant un film où on avait 17 ans de moins. Vous n'avez pas tellement changé. Richard Malka, c'est qui pour vous, Philippe Val? Oh là là. Non, c'est évidemment dans le livre que je viens d'écrire, qui vient d'être publié, dont vous allez parler, je fais le portrait d'un de mes mentors qui est Georges Kejman et à qui je dois énormément. Mais Philippe, c'est un peu sur le même plan. Alors, dans ce livre, j'ai décidé de ne parler que des morts. Mais en réalité, donc je parle de Georges Kejman et pas de Philippe, mais en réalité, il compte autant pour moi, évidemment en termes d'amitié, mais aussi en termes de formation intellectuelle. Je lui dois énormément. D'abord, je lui dois énormément parce qu'il m'a permis d'être l'avocat de Charlie Hebdo, et avec une fidélité totale. Et je ne serais pas là sans lui aujourd'hui. Je lui dois professionnellement, je lui dois amicalement évidemment, mais je dois aussi à ses fulgurances, à sa culture. Pardon de dire tout ça sur toi alors que tu es à côté de moi, mais je lui dois d'avoir appris beaucoup. Enfin, il a vraiment contribué à me former l'esprit. Bah, à votre tour, Philippe, c'est qui Richard Malka pour vous? Comment vous dire? Je ne pense pas avoir pris une décision depuis 30... je sais pas quoi. 30 et quelques années. Je ne pense pas avoir pris une décision sans demander à Richard, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et en général, suivre la décision, c'est dire comment dire, même plus que la confiance, c'est une complicité de malfaiteurs, pratiquement. On peut voilà. Et il y a des gens, alors c'est très gênant d'en parler en présence des personnes, mais on n'imagine même pas notre vie sans eux. Ils font partie de l'air qu'on respire et s'ils sont pas là, on étouffe un peu. Donc c'est difficile à dire. Moi, je suis un gros lecteur depuis toujours de Montaigne, qui est mon grand philosophe et mon maître. Et
La réponse, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il n'y a pas de raison. En plus, c'est au-delà de la raison là-dedans. Voilà, c'est des affinités, c'est des choses qu'on peut difficilement expliquer. Et il vaut mieux que ça reste un peu mystérieux, parce que comme ça ne peut pas s'user. Vous voyez, voilà, c'est un peu évanescent ce que je vous dis, mais je pense que dans la vie, on n'a pas beaucoup de... Enfin, la vie est pleine de tragédies. Et on ne peut pas y échapper. La mort des gens qu'on aime, les maladies, notre propre mort qui est inéluctable. On vit avec une conscience plus ou moins présente de la tragédie. Et ce qui fait qu'on peut supporter ça en étant quand même joyeux, en ayant envie de blaguer, en ayant envie de s'amuser, en ayant envie de vivre, tout simplement, d'aimer. C'est finalement l'amitié, les livres, cette espèce de choses qu'on ne peut pas vivre sans cultiver. Vous voyez, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le vouloir. C'est quelque chose qu'on veut ramener à soi tout le temps, sinon la vie a guère de sens. La vie n'a pas de sens, c'est le hasard. La vie, c'est le hasard. Elle n'a de sens que celui qu'on veut bien lui donner. Et donc, si on a envie que ça soit un peu marrant, un peu joyeux, un peu déconnant, un peu profond, il faut avoir des copains comme Richard. Puisqu'on en est aux présentations, j'ai aussi cherché dans vos livres une entrée personnelle que j'aimerais que vous explicitiez. Dans Après Dieu, Richard, vous écrivez « J'ai tellement peur de décevoir, c'est pénible, mais c'est un bon moteur ». Vous avez toujours peur de décevoir, après 30 ans? Toujours, mais même voilà, là, en ce moment même. Oui, c'est comme ça. Ça remonte, j'imagine, à la plus tendre enfance. Alors c'est pénible parce que on est toujours en recherche en fait de l'adhésion, de l'amour d'autrui, et c'est une prison. Et ça peut aussi vous empêcher de vous affirmer, de suivre votre propre chemin, de le trouver et de le suivre. Donc faut s'en méfier. Mais ça fait partie de ce qui m'a appris, c'est-à-dire se libérer, y compris de l'amour des personnes à votre égard. Il ne faut pas être prisonnier de ça. Mais en même temps, et je ne peux pas m'en empêcher, c'est ma nature qui me porte à ça, et qui me porte d'ailleurs à être beaucoup plus prudent qu'il ne l'est. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui m'a appris. Lui, il y va. Alors lui, il est carrément beaucoup plus casse-cou que moi. C'est pour ça aussi qu'on se complète. Mais en même temps, c'est un formidable moteur. Effectivement, parce que ça vous pousse au perfectionnisme, à travailler énormément, à penser à tout, à essayer d'avoir quelques coups d'avance. Alors c'est une exigence envers soi-même. Donc oui, c'est les deux. Dans Rire Philippe, vous écrivez que les sketchs inoubliables, les plus efficaces, les plus hilarants, les plus historiques sont ceux qui, depuis Homère, se jouent à deux avec toujours un clown blanc et un Auguste. C'est qui le clown blanc et l'Auguste dans votre duo? C'est difficile à dire. Peut-être que Richard a un côté clown blanc. Il regarde et dit « Ah non, quand même pas, tu vas pas faire... » Moi peut-être, oui, un peu, je suis plus grossier, si vous voulez, plus avec les grandes chaussures et le nez rouge et la perruque qui tourne. C'est un peu plus moi. Qu'est-ce que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Sur ce que disait Richard avant, sur la peur de décevoir. Oui. En fait, il y a quelque chose dont je m'aperçois et qu'on a sans doute en commun, Richard et moi, c'est parce que je l'ai beaucoup vu plaider en dehors des nombreux procès qu'on a, où on était tous les deux. À d'autres procès où je n'étais pas impliqué, je suis allé voir Richard plaider. Et je pense que ce qui fait, alors c'est pas une recette, hein, mais ce qui fait notre force, si tant est qu'on en est, mais enfin bon, on a réussi 2-3 trucs, ce qui veut dire que des fois ça marche, c'est que moi par exemple, quand on me dit tiens, tu pourrais pas écrire un truc là-dessus,
moi, j'étais bon quand j'étais petit pour écrire des machins, et puis ensuite j'ai gagné ma vie en faisant ça. Toute ma vie, j'ai gagné ma vie en écrivant. Et donc, je ne sais pas écrire quelque chose que je pense pas profondément. Je suis, si vous voulez, entre guillemets, bon. Voilà, disons que je me fais entendre avec plaisir des gens qui écoutent ou qui lisent. Seulement, je le vois bien, parce que quand je fais des éditos à la radio, je vois les réactions, machin. Si j'atteins le moment de vérité entre la chair et l'os, je ne sais écrire que ce que je pense profondément. Et là, tout d'un coup, je suis porté par quelque chose qui me dépasse et qui me fait écrire. J'ai finalement pas de mérite. On dit t'écris bien. Non, ça écrit bien. C'est pas moi qui écris bien. Ça écrit bien parce que je suis porté par un truc qui me dépasse. Et j'ai vu Richard plaider plusieurs fois et je sais que chez lui, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Il ne peut pas ne pas penser ce qu'il dit. Et dès qu'il pense ce qu'il dit, ça électrise les gens. Donc, il y a une prime à ce qu'on peut appeler, parce que c'est une vertu, la sincérité. Alors, c'est bien la sincérité, c'est mieux que d'être faux cul, tout ça. Bon, ouais. Non, oublions les valeurs morales. Parlons juste de l'efficacité du moteur, comme s'il s'agissait d'un truc de bagnole. Ça ne marche, ça n'est bien, ça ne gagne, ça ne touche que lorsque c'est sincère, parce que c'est l'injection directe, pour reprendre la métaphore mécanique. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que ça marche. C'est pas vrai pour tout le monde, mais j'ai tendance à, d'ailleurs dans la littérature, à aimer quand les auteurs où je reconnais ça, où je reconnais chose qu'on pouvait voir chez Kejman aussi. Dès que Georges était porté par quelque chose à quoi il croyait vraiment, il était mais stupéfiant. Et j'ai vu ça, figurez-vous, parce que je suis, hélas, assez vieux pour ça, j'ai vu plaider Robert Badinter. Il y a longtemps, donc c'est dans les années 70. Et j'ai beaucoup admiré la façon dont il intervenait dans le débat. C'était un type qui risquait la peine de mort, puisqu'il venait d'assassiner 3-4 personnes. Et donc Robert le défendait. Et quand arrive le moment de la plaidoirie, Robert Badinter se transformait. Alors que c'est quelqu'un... Alors, Richard et moi, on l'a bien connu, on était amis avec Robert. Plus tard, on l'a bien connu, mais là, je ne le connaissais pas personnellement à cette époque-là. Il se trouve que c'était quelqu'un d'assez dur, d'assez autoritaire, d'assez très contrôlé dans le contrôle de soi, dans la discussion, un petit peu, vous voyez, voilà, beaucoup. Eh bien, quand il commençait à plaider, ce n'était plus le même homme. Il était traversé par quelque chose qui le dépassait. Il rentrait dans une transe. Et je pense que les gens qui pensent librement, c'est les gens qui ont cultivé cette transe qui permet de dire seulement ce qu'on veut dire, uniquement ce qu'on veut dire. C'est quelque chose de... On nous dit après... Ah, merci, vous avez du courage, c'est drôlement bien. Non, on ne peut pas faire autrement, sinon on est nul, on n'arrive pas à gagner notre vie, personne ne nous achète. Les gens nous aiment bien quand on est dans cet état-là. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas tellement le choix. Et c'est ça, et c'est jouissif en plus. Alors on nous dit, vous êtes courageux parce que quand même vous sacrifiez des trucs. Non, je ne sacrifie rien, c'est un plaisir. Alors bon, on dit merci, c'est gentil de nous dire que vous êtes bien. Mais en réalité, on a du plaisir. Vous voyez, on a beaucoup moins de mérite que vous ne pensez. Je vous sens que ça fout un froid là. Vous êtes en train de dire ah bah merde, alors je suis déçu, je croyais que... Et ça va pas s'améliorer parce qu'on va arriver au marbre et au cadavre. Dans ce livre, Richard Malka, Après Dieu, vous avez donc eu l'occasion de passer une nuit près du tombeau de Voltaire au Panthéon. En quoi Voltaire est-il une figure si importante pour un homme de justice ? D'abord, alors, vous voyez là, je pensais à votre question. En fait, j'ai un problème là parce que je vois pas les yeux des gens. Vous voulez qu'on peut un peu, on peut un petit peu rallumer la salle. Non, c'est très bien. Ah bah ouais, c'est vachement mieux comme ça. Vous êtes beau en plus.
Alors, non, mais c'est marrant parce que ça me faisait penser à un moment très douloureux de ma carrière, la fameuse plaidoirie du droit d'emmerder Dieu, où on était devant la cour d'assises, le premier procès des attentats de Charlie, et où on était pendant le Covid. Donc, moi, j'avais un masque pour plaider, mais le pire, c'était pas ça. Le pire, parce que, en fait, ça fait la jonction entre ce que vous disiez tous les deux. Vraiment, l'éloquence, ça vient de là. Et en même temps, on a besoin de ressentir l'autre. C'est tourner vers l'autre. Et je ne voyais pas le visage des magistrats, parce qu'eux-mêmes avaient un masque. Et donc, il y avait, non seulement on ne voyait pas mes expressions, mon sourire qui peut faire passer un propos dur, mais surtout, moi, je ne voyais pas ce que ça produisait sur les personnes en face de moi. Et ça a été la pire plaidoirie de ma vie, où en fait, ça a duré 1h20. À la 2e minute, j'étais en train de me dire, je suis en train de foirer, et ça a duré jusqu'à ça doit être long. Jusqu'à la fin de ma plaidoirie. Et on a besoin de l'autre, en fait. C'est pas quelque chose tourné vers le ciel ou soi-même. C'est vraiment une générosité, en fait. De plaider, c'est une sincérité, mais il faut avoir envie de donner. Et quand on arrive à ça, quand on est en accord avec soi-même et qu'on voit ce que ça produit sur les autres, là, c'est formidable. Là, c'est incandescent. Là, c'est un tsunami qui peut emporter n'importe quoi, et en particulier toutes les postures. Pour répondre à votre question sur Voltaire, Voltaire, évidemment, pour un homme de justice, il est important parce qu'il a pris parti dans des combats judiciaires et il a été courageux quand il défend Calas, le chevalier de la Barre, ou Sirvin, des combats qu'il a menés tard. Il avait plus de 60 ans quand il mène ces 3 combats-là. Il s'implique dans des affaires judiciaires et au péril, alors plus au péril de sa vie, parce qu'il s'est déjà exilé à ce moment-là, mais cela fait qu'il ne peut plus rentrer à Paris pendant plus de 20 ans. Donc oui, c'est un homme de justice, c'est un homme qui a combattu la peine de mort, déjà à son époque, et puis au-delà de ça, pour moi, c'est la cause qu'il défend qui fait que je me suis beaucoup intéressé à lui. C'est le symbole de celui qui a combattu le fanatisme religieux. Et en cela aussi, forcément, c'est un homme de justice des hommes, plus que de justice de Dieu. On va écouter un extrait sur lequel j'aimerais que vous réagissiez. Vous parliez de l'affaire Calas. Calas, on est en 1751, je crois. C'est un homme qui est accusé à tort du meurtre de son fils, accusé parce qu'il est protestant, qui a été torturé puis condamné à mort. Il y a quelques années, dans l'excellente émission Les Chemins de la Philosophie, Robert Badinter parlait de cette affaire. J'aimerais qu'on écoute 1 minute de Robert Badinter dans le Théâtre de Thionville. C'est pas cet extrait. Ce qui importe pour nous, c'est l'action, l'influence, et je dirais, d'une certaine manière, le génie dans l'action sur l'opinion publique et en même temps sur ceux qui sont détenteurs du pouvoir de Voltaire. Là, c'est incomparable. C'est incomparable parce qu'il travaille au sommet de l'État et en même temps, il utilise l'opinion publique. Et avec quel talent! Alors, il le met au service des causes qui lui sont le plus chères, bien sûr. La transformation de la justice, bien sûr, l'avènement d'une justice. Pourquoi il dira « je salue en Beccaria un frère » parce que Beccaria aura terrorisé ce que Voltaire pensait. Et c'est pourquoi les philosophes ont un tel accueil au traité des lits et des peines. Mais au-delà de ça, il y a la source du mal. Et la source du mal, ça n'est pas seulement le système judiciaire, qu'en est le canal. La source du mal, c'est l'intolérance, d'où le traité sur l'intolérance. Et Voltaire retrouve là ses adversaires familiers, les fanatiques, les jésuites, etc. Ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est notamment ce que dit Badinter sur la façon dont Voltaire utilise le levier de l'opinion publique. Et justement, j'aimerais que vous nous parliez, Richard, de la modernité de cette utilisation de l'opinion publique, mais aussi de son rôle, puisque c'est quand même la thématique du festival, dans les progrès ou justement les régressions de la justice. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on utilise l'opinion publique, à quel moment c'est plutôt le tribunal populaire qui remplace l'institution judiciaire. Je ne connaissais pas du tout cet extrait, c'est absolument génial. D'autant que Voltaire, en fait, était destiné à être avocat. Enfin, ses parents voulaient qu'il devienne avocat et lui n'avait jamais voulu. Il voulait être un homme de théâtre,
sa passion, c'était écrire des pièces de théâtre, et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs commencé. L'opinion publique. Alors, quand on est avocat, qu'on traite des débats de société, on ne peut plus s'en passer. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'opinion publique, à un moment, ça a un impact sur ce qui va se passer dans la salle d'audience. Par exemple, les caricatures, le procès des caricatures de Mahomet, on le prépare. On le prépare d'abord par une bataille d'opinion. Et c'est pas vulgaire. Et c'est là que ça se passe. Quand je plaide pour Babylou, et donc la question du voile dans l'entreprise, il y a d'abord, il faut convaincre l'opinion. C'est sûr, ça va à un moment se répercuter chez les juges qui vivent dans la société, et donc ça va avoir un impact. Donc on ne peut pas faire son travail d'avocat complètement en méconnaissant cette dimension-là. Pour autant, vous avez raison, il y a des dangers et c'est pas au peuple, ça peut pas dégénérer en justice populaire. Mais là, c'est aux magistrats de résister à ça. Et c'est vrai que c'est pas facile pour eux et que c'est pas toujours le cas. Dans le procès des caricatures, vous avez utilisé d'ailleurs l'opinion publique. Pardon ? Dans le procès des caricatures, vous avez, Philippe voulait réagir, mais vous avez utilisé l'opinion publique dans ce procès. Bien sûr. Pendant un an, on a mené campagne avec Richard. On a emmerdé tout le monde, vraiment. Et puis surtout, on a rameuté des gens à tel point que le président du tribunal n'en pouvait plus. Pendant les audiences de procédure, il était hors de lui, le président du tribunal. Il leur disait « Arrêtez, ça suffit !» Non, non, continue. Et on a rameuté des personnalités politiques comme témoins au procès, des gens médiatiques, des gens en campagne présidentielle. Donc le tribunal était très encombré de l'opinion, ça c'est sûr. Ce que décrit en fait Badinter sur le rôle de Voltaire dans l'affaire Calas, c'est la naissance de l'intellectuel moderne, presque avant Zola et l'affaire Dreyfus. Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est le... Il y en a eu avant, mais moins fixé sur des cas précis, parce que c'était pas possible. Là, c'est fixé sur un cas précis, donc l'affaire Calas notamment, et le Chevalier de la Barre, etc. Bon, mais en fait, le mot intellectuel, comme on sait, a été utilisé par Clémenceau pour désigner Zola dans l'affaire Dreyfus. Mais évidemment, ça désigne Voltaire, ça désigne Diderot, ça désigne d'Alembert, ça désigne tous ces philosophes du XIXe siècle qui sont partie prenante de combats intellectuels importants sur la question des libertés, de la liberté d'expression notamment, qui est décisive. Et surtout, la diffusion du savoir. C'est très important, c'est une bagarre constante à travers les siècles. C'est pour ça que finalement les boulots qu'on fait, les gens que vous invitez dans ce festival, au fond c'est des gens qui parlent aux autres. Et je pense que pour parler aux autres, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut dire que il y a des gens qui pensent que l'homme est bon. Alors ça, c'est la catastrophe. Hein. Tous nos emmerdements commencent par ceux qui pensent que l'homme est bon. Ça, c'est terrible. Parce qu'au nom de ça, on peut buter la moitié d'un pays. Mais d'autres qui pensent que l'homme est mauvais, et je pense que ceux qui pensent que l'homme est incertain, que l'humain est incertain, et qu'ils aiment cette incertitude, et qu'ils aiment au point de pouvoir ne cesser de lui parler à l'homme, à l'individu humain. Il faut aimer les gens qui viennent et qui essayent de convaincre, et qui parlent en public ou qui écrivent des livres. La plupart d'entre eux, ils ne sont audibles, ils ne sont intéressants que si au fond d'eux, ils aiment les gens. Alors c'est pas, là encore une fois, ça a l'air cucu, ah oui, aimer, tout ça, l'amour, c'est un peu dégoûtant au bout d'un moment quand on parle trop. Mais là, c'est quand même une vérité. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas s'adresser à eux en confiance. Je pense que quand on est dans un tribunal et qu'on parle à des juges, on sait aussi qu'il y a un public derrière, on sait qu'il y a un procureur qui n'est pas d'accord, bien souvent, on sait que... Mais si on ne leur fait pas un minimum
de confiance, on ne peut pas leur parler, on peut pas, il faut casser quelque chose, il faut aller au-delà du préjugé qu'on a. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le métier d'écrivain, dans le métier d'intellectuel, même dans le métier les métiers publics, de journalistes qui travaillent dans les médias. Ceux qui parlent intelligemment au public sont des gens qui aiment les gens. Et ça se sent tout de suite. Et c'est comme ça que ça marche aussi. Et Voltaire, il avait l'air un peu sarcastique. Il aimait bien faire des blagues. Justement, il ne pouvait pas supporter que quelqu'un dise que l'homme n'est bon. Et Rousseau, il le trouvait ridicule. Il n'aimait pas Rousseau, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il avait une façon de s'exprimer, ce que je trouve tellement charmant chez Voltaire, parce que, outre sa pensée, c'est un intellectuel, bon, c'est qu'il fait l'effort d'être marrant, il fait l'effort d'être drôle, il fait l'effort. Et ça, il y a un truc fraternel dans cet effort à donner du plaisir à la personne à qui on offre une possibilité de modifier sa propre pensée, de s'approprier peut-être une information qui va nous changer notre façon de penser. Et cet effort d'être drôle est très important chez Voltaire. Je pense que c'est décisif. Il n'aurait pas été Voltaire sans ça. C'est le fond de son caractère, c'est le fond de son talent. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est une façon de dire la vérité, parce que sa vérité. Parce que dire sa vérité, d'une certaine façon, c'est toujours un peu inattendu, parce qu'on est singulier, et c'est toujours un petit peu marrant. On tombe un peu toujours de sa chaise quand quelqu'un dit une chose un peu vraie. Enfin, très vraie. Et d'ailleurs, pour vous, Voltaire est aussi à tel point une référence que vous avez écrit un dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, qui est forcément, évidemment, une référence au dictionnaire philosophique de Voltaire. Pourquoi il y avait besoin d'un dictionnaire philosophique après Dieu? C'est-à-dire, en quelque sorte, est-ce que la pensée de Voltaire est brouillée par la présence de Dieu? Alors, je ne sais pas, tu veux répondre, mais Voltaire est déiste. Mais je vais poser la même question à Richard. On pourrait penser que... Moi, je pense que Voltaire est déiste parce qu'il ne veut pas d'emmerdement. Par exemple, dans Montaigne est athée, mais de temps en temps, il fait semblant de ne pas l'être pour pas avoir l'émeute des censeurs qui lui aboient après. Donc Voltaire est déiste, mais ce n'est pas son souci, il s'en fout, quoi. En gros, je pense que il n'a pas besoin de Dieu pour penser. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi, ne pas avoir besoin de Dieu pour penser? Ça veut dire qu'il n'y a pas de but à l'univers. Il n'y a pas de but établi à nos vies, sinon le but qu'on lui donne nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a compris que dans ce cosmos tourbillonnant, il y a des atomes qui se sont accrochés un peu par hasard pendant un temps très 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 long, pendant des milliards d'années, et puis qu'au bout du compte, ça finit par faire des trucs, des machins, qui fait que là, il y a une scène, vous là, nous là, mais c'est des fruits du hasard. C'est des combinaisons hasardeuses presque infinies, qui fait que là, on est là, alors, au lieu d'être continué à être des poussières tourbillonnantes. Ça veut dire que notre liberté, elle consiste à pouvoir penser notre vie sans espoir autre que la réussir notre propre vie. Et comment réussir sa vie? C'est la grande et seule question. Pas réussir dans la vie, bien sûr, mais réussir sa vie. Et ça dépend de la façon dont, de ci, de là, parfois, on est un petit peu libre, c'est-à-dire qu'on s'affranchit des fatalités du hasard. Ça n'est rien d'autre. Et Voltaire, finalement, il considère, je pense, que le monde est quand même un peu là par hasard, bien qu'il dise qu'il ne peut pas imaginer sans horloger, etc. Plus j'y pense, et moins je peux songer que ce monde tourne, que cette horloge tourne et n'est point d'horloger. Mais en réalité, au fond de lui, toute sa façon de penser, sa façon de rire. Parce que, pourquoi rire? À quoi ça sert le rire? C'est parce que si on n'a aucun espoir d'une vie formidable après la mort, comment aurait-on la force de rire? Eh bien, on a la force de rire parce qu'on le veut, parce qu'on le travaille, parce qu'on a ce désir en nous d'être heureux et qu'on fait
tout ce qu'on peut pour l'être. Mais c'est foutu. Après, il y aura... Enfin, il y a une littérature, Voltaire en fait partie, qui pense qu'après, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc il faut... La seule chose qui peut donner du sens à notre vie, c'est ce sourire, c'est ce rire, c'est ce sourire, c'est cette joie de vivre qu'on ne peut pas éprouver tout le temps parce que c'est pas facile d'être joyeux tout le temps. Mais il faut être à l'affût de l'occasion à chaque fois, aller à la rencontre de ce qui peut susciter cette joie de vivre. Et je pense que Voltaire, il fournit ça à son lecteur. Il donne aussi des occasions d'être joyeux, par sa façon, pas simplement parce qu'il a des bonnes idées, par sa façon de le dire. Le style, c'est plus important peut-être que tout. C'est la musique. Si la musique est l'art majeur, c'est parce que précisément la musique ne dit rien. Et Voltaire, il a une musique. La musique ne dit rien. La musique, elle n'a pas de message. Elle ne dit pas « à bas la guerre au Vietnam », la musique. Et la musique, elle est la musique. Si elle est très belle, elle nous confond, elle nous fait jouir. Et c'est cet étonnement du réel, qu'il y ait quelque chose qui existe, comme on dit en philo, plutôt que rien, qui fait qu'on est émerveillé d'abord émerveillé. Et ce qui est magnifique chez Voltaire, quand on lit Candide, par exemple, c'est ce style qui émerveille. Il y a quelque chose de je sais pas, c'est assez magique. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Malka? Vous voyez pourquoi j'ai eu de la chance de l'avoir comme mentor. Ça vole haut. Mais alors, je ne suis pas oui, tout à fait d'accord sur un j'ai point. vu que vous n'étiez pas d'accord, justement. Effectivement, Voltaire est déiste, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu. Il rejette la religion de toutes ses forces, mais il croit en Dieu. Il dit d'ailleurs que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. D'ailleurs, tout au long de l'écriture de ce livre, je me suis posé la question de savoir si Voltaire, vivant aujourd'hui, croirait encore en Dieu, vu l'avancée des connaissances, du savoir. C'est une vraie question. Mais il est déiste parce que alors c'est assez pragmatique chez lui. Il considère que si on ne croit pas en Dieu, alors déjà à l'époque c'était pas possible de se dire athée. Là pour le coup c'était vraiment la prison assurée. Mais par ailleurs il considère, et il écrit beaucoup sur ce point. Il dit mais s'il n'y a pas de grand horloger, puisque c'est ce à quoi il croit. Alors l'humanité va sombrer dans la barbarie. En gros, l'humanité se tient parce qu'il y a une morale, une éthique religieuse, la peur de Dieu, et sinon, on va tous devenir des sauvages. Je ne suis pas sûr qu'il est... peut-être qu'à son époque, ça se discute. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur la violence des sociétés religieuses et de celles qui ne le sont pas. Il se trouve que celles qui ne le sont pas sont pas pacifiques, mais sont à un degré moins violentes, parce qu'elles ne respectent pas faut pas tuer parce qu'il y aurait un système de vidéosurveillance généralisée au ciel, mais parce qu'elle se fait sa propre morale et sa propre éthique. Donc en tout cas, chez Voltaire, il y a quand même cette croyance en Dieu à laquelle il tient. C'est pas juste pour se protéger. On a l'impression que pour lui, le monde ne peut pas tourner convenablement s'il n'y avait pas cette croyance en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, il croirait autrement, mais à l'époque, il est dans cette pensée-là. Mais justement, dans votre livre, vous rêvez d'un monde sans Dieu ou post-Dieu. Est-ce que se débarrasser de Dieu, c'est un progrès? Parce que vous parlez des sociétés sans Dieu. On ne peut pas dire que l'expérience soviétique, par exemple, sans Dieu, soit une expérience progressiste et émancipatrice. Oui, c'est pour Richard après. Vas-y, Richard. Hein? Non, c'est pour Richard ma question. Oui, d'ailleurs, c'est le reproche qu'un cardinal qui se réveille de son tombeau au Panthéon, parce qu'il y a aussi des cardinaux au Panthéon, parce que Napoléon, en fait, a mis tout plein de gens qui n'avaient pas forcément de raison d'y être, se réveille et m'interroge sur ce point-là, en me disant, mais la violence, elle n'est pas due uniquement aux religions, elle est due en réalité à la condition humaine, puisqu'on voit bien que dans des sociétés débarrassés de Dieu et qui se revendiquaient athées, comme la Russie, l'URSS ou la Chine, ça n'a pas été tout à fait des sociétés pacifiques. Donc oui, bien sûr, la question de la violence humaine,
elle ne découle pas uniquement du problème de la religion. Sinon, Mais la religion en est un sinon les vecteur. chimpanzés seraient pacifiques. Sinon, les chimpanzés seraient voilà, pacifiques. c'est ça. Et c'est pas le cas. Mais la religion n'arrange rien. Oui, Philippe. Non, c'est une question de tempérament, la violence. Il y a des athées qui sont des crétins et des croyants qui sont des gens honorables. Mais ça ne définit pas une personne, une croyance. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec la mort. Parce qu'en réalité, c'est une relation à la mort, sous la religion, la croyance en Dieu. Oui, enfin, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc, vous pouvez continuer. J'avais un truc qui me... Question suivante. Dans les siècles précédents, la société était extrêmement religieuse. Elle s'est progressivement sécularisée jusqu'à devenir oui, juste, c'est ça. Sous sa forme particulière. Tu vas pas me couper toute la... Ça y est, j'ai retrouvé. Toute la table ronde, Philippe. Ah oui, non, je voulais juste... C'est une citation que tout le monde connaît, mais la rappeler. C'est Nietzsche, il disait « Dieu est mort ». Et on oublie la deuxième partie de la citation, et vous n'avez pas fini de le regretter. Parce que, et précisément pour la raison dont Voltaire parlait, c'est parce qu'il pensait que... D'ailleurs, Spinoza lui-même, qui est quand même un philosophe de l'athéisme, dit, il y en a, il vaut mieux qu'ils aient une religion, parce que sinon, ils vont nous casser les couilles, vraiment, ils vont être dangereux, ils vont vraiment... S'ils ont un truc moral qui les retient de commettre des crimes, de voler, de violer, d'être brutaux, etc., allez, la religion, ça leur fait pas de mal. Mais en gros, normalement, il y a une aristocratie, mais c'est pas au sens réac, ancien régime. Mais Nietzsche parle d'une espèce d'aristocratie qui n'a pas besoin de Dieu, parce que ces gens-là, vous voyez, il y a quelque chose de libre, de pensée, etc., mais en réalité, les philosophes disent rarement faut supprimer la religion, parce que c'est une discipline dont la société humaine a besoin, et c'est un récit qui nous permet de vivre ensemble. Il y a le récit patriotique, il y a le récit, culturel, le récit religieux. Tout ça, ce sont des récits qui font qu'on se parle avec la même langue. Même si on n'est pas croyant, c'est pas la question. Donc on ne peut pas supprimer des grands récits comme ça impunément. Il faut qu'ils se remplacent lentement, qu'ils se construisent, qu'on le veuille, que les gens soient cultivés. Vous voyez, ce qui est aujourd'hui un peu compliqué avec TikTok. Mais... Ce que j'étais en train de dire, c'est que la société s'est sécularisée, sous la forme particulière de la laïcité en France. Est-ce qu'au fond, la République athée n'est pas la suite de la République laïque ? Est-ce que la suite directe du projet de la laïcité, c'est pas le projet d'athéisme ? C'est ce que je propose oui. au début de mon livre. J'aimerais que vous vendiez votre idée au public. Je propose à Voltaire donc, de rajouter le mot athée à l'article 1 de la Constitution après celui de laïque. Pourquoi ? C'est un peu sur le mode... mais pas tant que ça, en fait. C'est pas tant que ça une blague. Ça aurait de la gueule. Hein. Ça résoudrait plein de problèmes, je pense. De se dire, ça serait un symbole incroyable, de se dire l'État est athée. Oui. La nation est athée. Après, chacun croit, ne croit pas comme il veut. Mais ce serait une déclaration d'intention qui... oui, c'est l'étape suivante. Ça serait la première fois qu'une grande démocratie tenant à l'état de droit se déclarerait athée. Donc j'en fais la proposition à Voltaire, et je fais aussi la proposition que son buste devienne la prochaine Marianne dans toutes nos mairies. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait... Il ne faut pas mégenrer Voltaire. Voilà, on a dépassé les questions de genre, et voilà. Mais oui, alors moi aussi j'ai oublié ce que je voulais dire, mais parce que c'était le cœur du sujet, c'était en fait, effectivement, on ne peut pas remplacer la religion par rien. C'était le constat des révolutionnaires. Et en fait, c'est ça la question que je pose à Voltaire. Qu'est-ce qu'on fait après Dieu ? Ça ne marche pas. On ne peut pas remplacer ce que Freud après appelait la névrose obsessionnelle de l'humanité par que dalle. Et sinon, il y a un vide, ça ne marche pas. Donc on a proposé plein de choses. Alors, Robespierre, c'était l'être suprême. Les hébertistes, c'était le culte de la raison. Et puis après, Auguste Comte a voulu faire de son positivisme une religion. Il y avait vraiment Lui, il pensait qu'il fallait que ce soit une religion. Et puis, on peut penser aussi
à ce principe, qui n'est pas une religion pour le coup, mais ce principe qui est la laïcité, c'est les Lumières, l'universalisme. Mais en fait, on constate, et s'il y a un pays où on est arrivé à écarter la religion de la sphère publique en ne dégénérant pas dans un état de sauvagerie, c'est la France, pour le coup. Mais on voit bien néanmoins qu'il n'y a pas de système plus efficace, en fait, pour un système de transcendance. C'est clé en main pour répondre à la peur de la mort, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il ne faut pas faire, que la religion. Et on voit aujourd'hui un retour du fait religieux. Le christianisme a quand même a disparu dans sa forme religion dogmatique. Il y a des chapelles, bien évidemment, de catholiques intégristes. Enfin, je connais quand même, c'est devenu une philosophie. Je connais assez peu de chrétiens, et même qui se disent chrétiens, mais qui pensent que Jésus a marché sur l'eau et qui croient en l'Immaculée Conception. En fait, ils ont transformé leur religion en éthique, en philosophie, en spiritualité. Mais il y a d'autres religions. Alors, il y a l'islam, évidemment. On peut aussi parler des évangélistes qui progressent beaucoup et qui posent un problème au monde protestant en France. Monde protestant qui est extrêmement historiquement attaché à la laïcité. Pourquoi ? Parce que eux, ils savent à quel point c'est utile pour la laïcité, pour protéger les minorités et pour vivre ensemble. Et qui font face à l'arrivée d'autres protestants qui viennent d'autres cultures et qui n'ont pas du tout le même rapport à la laïcité. Mais bon. Donc voilà, on voit en tout cas un retour extrêmement fort du fait religieux, et c'est ça que j'interroge dans ce livre. Et je dis à Voltaire, mais en fait, tu nous as amené un peu sur la moitié du chemin. Tu nous as inspiré la laïcité, mais on voit qu'il y a un retour du fait religieux et parfois violent. Et j'ai un chapitre où je fais la liste malheureuse des attentats terroristes de ces dernières années, parce qu'on a quand même vécu 250 ans sans mort due au blasphème, entre le Chevalier de la Barre précisément, pour en revenir à Voltaire, et Charlie Hebdo. Personne n'a été tué pendant 250 ans en France pour cause de blasphème. Et puis il y en a eu 12 d'un coup, et puis ensuite il y a eu Samuel Paty, et puis il y a eu Yvan Colonna, tué lui aussi parce qu'il avait blasphémé le prophète. C'est un attentat islamiste. Et puis Dominique Bernard, alors là on n'est même plus dans quelqu'un qui a blasphémé, mais le simple fait d'enseigner les droits de l'homme est considéré comme un blasphème. Donc on voit ce retour du fait religieux, et donc ça m'amène à poser la question de mais est-ce qu'on va un jour se débarrasser du fanatisme ? Et je dis ça à Voltaire parce que Voltaire était persuadé qu'il allait voir la fin du fanatisme religieux, qu'il n'en avait plus que pour quelques années. Et on voit à quel point il s'est trompé. Philippe. Alors oui, il y a quelque chose de cyclique dans les religions, dans l'importance des religions, selon les périodes plus ou moins obscures, plus ou moins tragiques, effrayantes, angoissantes pour les peuples, des guerres qui durent longtemps, le Moyen-Âge, enfin les invasions barbares, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va avec, comme ça, il y a des niveaux qui sont bons. Et il y a par miracle des périodes qui sont intéressantes, notamment dans les premiers siècles du christianisme dans l'Empire romain ou dans le sud de l'Italie, les sectes, on appelait ça des sectes, mais c'est des groupes philosophiques, ce n'est pas le secte au sens secte d'aujourd'hui. Les sectes épicuriennes étaient très fortes dans le sud, dans la région de Naples, dans la Campanie, dans la Sicile, etc. C'était ce qu'on appelait la Grande Grèce. Et dans cette Grande Grèce, Épicure, c'était très fort. Et le poète de ça, qui a été le transmetteur de la pensée épicurienne, qui, elle, datait d'avant Jésus-Christ, de 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc le poète qui arrive là, c'est Lucrèce. Lucrèce écrit un très grand livre de la nature des choses, de Rerum Natura. Et donc, ça a eu beaucoup de succès. Enfin, ça a eu un succès. Il y a eu quelque chose là qu'on voit quand on visite Pompéi. On voit l'avancée des arts magnifiques, la perspective en peinture qui ne reviendra
après, avec le traité d'Alberti, au début de la Renaissance, ça disparaît complètement, mais ça existait à Pompéi. Vous voyez, il y a quelque chose d'incroyable dans la richesse de ce qui se produit lorsque les dieux, à l'époque, donc, sont quelque part dans le ciel, mais ils ne peuvent avoir aucun rapport avec nous, et nous, aucun rapport avec eux. Ils ne nous servent que comme référents. On dit, ah oui, là-bas, ils ont l'air bien heureux là-haut, mais ils peuvent rien pour nous, on peut rien pour eux, on n'a pas de contact. Donc on vit sans Dieu, Et donc il y a eu une période comme ça avec des écrivains, des poètes, des peintres, des chercheurs, des savants, des grammairiens, etc. Puis bon, après, c'est de nouveau le Moyen-Âge, obscur, etc. On a continué à faire traîner cette tradition parce que les pensées de ces grands auteurs grecs et latins étaient recopiées dans les monastères tels le Mont-Saint-Michel. Et arrive le XVIe siècle. Et là, il y a un passage au XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Il y a un grand historien anglais qui s'appelle Jonathan Israel a appelé les Lumières radicales. Il appelle ça les Lumières radicales avant les Lumières du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que des penseurs, des artistes, des philosophes, alors il y a Machiavel, il y a Montaigne, il y a Hobbes, il y a Shakespeare, il y a Molière, il y a La Fontaine, il y a des auteurs, le monde qui décrivent, les êtres humains qui évoluent dans ce monde sont sans Dieu. Ils sont sans foi. Ils ont une foi, mais au fond, elle n'est pas importante dans leur vie. Ils se débrouillent avec ça. Et j'écoutais ce que disait Bellamy tout à l'heure, et c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il a parlé beaucoup de la culture. Vous y étiez là, il a dit, voilà, c'est la base, c'est la culture. Et l'enseignement, la culture qui doit nous modifier. Et moi, la seule chose qu'on peut dire, et je crois à ça, c'est que si la religion recule, on ne peut pas imaginer que la religion recule sans que nous nous cultivions, sans que nous lisions des livres, sans que nous aimions les livres, sans que nous partagions une culture entre Européens. Par exemple, parce que je parle de l'esprit européen, c'est une grande bibliothèque, puisque Shakespeare est un auteur européen, Mozart un musicien européen, Fellini est un cinéaste européen, enfin, tout ça c'est... Kundera, un grand écrivain européen, enfin, bon, etc. Il y a une civilisation européenne qui est basée sur la prolifération du savoir et le partage de ce savoir. C'est ce qui fait qu'on existe, c'est ce qui fait qu'on vit, c'est ce qui nous sauve. Et c'est l'enseignement public ne doit pas simplement nous emmagasiner des savoirs, mais faire en sorte que ces savoirs nous modifient. Et c'est la seule chose, pour répondre à la question que Richard pose dans son livre, c'est la seule chose qui pourrait faire qu'on imagine une société sans Dieu, c'est-à-dire une société sans religion. C'est ce partage de tous ces savoirs, de toutes ces curiosités et de tout ce mouvement de l'apprentissage des connaissances. C'est ce qui nous rassemble, c'est le seul grand récit qui peut nous rassembler pacifiquement et qui peut rassembler le plus de monde possible. Là, peut-être que les gens qui auront besoin d'une transcendance, ils auront le choix, ils pourront aller à l'église et croire des choses, mais ils seront minoritaires vraisemblablement parce que la majorité des gens se retrouveront dans le savoir. Regardez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition et votre métier, une journée où vous apprenez quelque chose, vous dites « Ah ça, je ne le savais pas, putain, ça y est, j'ai compris un truc, c'est une bonne journée ». Ça donne du plaisir. Quand vous lisez un truc, quand vous découvrez un truc, vous écoutez la radio, vous dites « Ah ouais, ça, bonne journée, j'ai appris un truc ». Vous voyez, ce savoir, cette quête du savoir, elle devrait être le sens même de notre vie. Et si nous avions cette soif du savoir, si on l'entretenait en permanence comme une nécessité vitale, peut-être qu'au bout d'un moment, les religions auraient moins d'importance. En tous les cas, plus personne ne tuerait personne pour les religions. Plus personne ne se tuerait pour les religions. Elles auraient leur peut-être utilité pour des gens, mais plus personne ne mourrait ni ne tuerait pour les religions. Le savoir, la connaissance et la jouissance que cela implique. Richard, est-ce qu'au fond, le problème, c'est que la référence politique en France, c'est davantage devenu Rousseau que Voltaire ?
Pardon, j'ai pas... Est-ce que le principal problème, selon vous, hein, si je vous lis, c'est que Rousseau est devenu davantage une référence politique que Voltaire? Non, Voltaire garde une influence, je trouve, sur notre société aujourd'hui. C'est un libéral. Hein? C'est un libéral. Ah, c'est un libéral. C'est un libéral, clairement. Rousseau, non. C'est un libéral qui est drôle, Ouais. qui est méchant, qui effectivement déteste Rousseau, parce qu'il est à l'opposé de toutes ces théories. Rousseau n'est pas libéral. Ah non, vraiment pas. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que la Troisième République honore Voltaire d'un boulevard, Diderot d'un boulevard, mais Rousseau, on lui donne simplement une rue dans le 12e arrondissement parce que il y a cette pensée que Rousseau a été l'inspirateur de la terreur. Et d'ailleurs, on lui reproche d'être l'inspiration d'à peu près tous les génocides maoïstes, communistes, Khmer Rouge, parce qu'il était le référent de tous ces régimes-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Rousseau, inspire la terreur? C'est ce que disait Philippe, c'est l'homme né bon et c'est en gros la société qui le pervertit. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de ce que pense Voltaire. Voltaire pense que c'est la civilisation qui rend l'homme, et c'est le progrès dont on parlait tout à l'heure, qui rend, et l'école et la transmission des savoirs, qui rend l'homme meilleur. Et qui l'éloigne de son état de sauvagerie. Donc ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et à partir du moment où vous vous dites l'homme n'est bon et c'est la société qui le pervertit, donc il suffit d'imposer à la société de changer, voire d'éradiquer tous ceux qui pensent autrement pour revenir à un état de nature. En oubliant que la société est composée d'hommes. Et voilà. Et alors, moi, je rejoins alors là complètement et Voltaire et Philippe Val. Je pense vraiment que là où on devient monstrueux, et c'est en fait quand je regarde ce que j'ai écrit, mais même dans mes bandes dessinées, depuis que j'ai 25 ans, et même sans le savoir et sans y avoir pensé, sans avoir intellectualisé, je pense que c'est quand on oublie qu'on a en soi une grande part d'obscurité et de saloperie et de violence. C'est là qu'il y a un problème. Il faut la regarder en face. Cette part, c'est en chacun de nous. Il n'y a pas des gens bien et puis des gens pas bien. Et puis ça, c'est l'avocat qui vous dit ça. Chez les pires ordures, il y a parfois un petit bout de lumière. Et on ne peut pas être avocat si on ne pense pas ça. Et je vous jure que quand vous êtes avocat, vous le voyez. Quand vous allez dans les parloirs et vous parlez à des gens et même à des monstres, et vous voyez qu'il reste quelques éclats de lumière, de peur, on voit l'enfant parfois. Voilà, ça peut être la pire des ordures, et ça l'est, et puis il faut qu'il reste en prison toute sa vie, et j'en dis ce qu'on ne vient pas. Et puis on ne peut pas être avocat, et puis on ne peut pas être humaniste si on ne pense pas ça. Et de la même manière, il n'y a pas des gens intégralement bons, ça n'existe pas. Et si vous refusez de voir ça, alors vous avez... alors là, vous pouvez passer dans le manichéisme, vous donner des leçons de morale, et vous considérez que celui qui ne pense pas comme vous est mauvais. Socrate disait, le mal vient de ce que l'homme pense faire le bien. Déjà, à cette époque-là, on savait ça. C'est tout, tout le monde pense faire le bien. Mohamed Merah, quand il tue des gamins de 4 ans à bout portant, il pense qu'il fait le bien. Il pense que c'est juste ce qu'il fait. Il le pense vraiment. Tout au fond de lui. Il pense les terroristes pensent que ce qu'ils font est juste. L'être humain est comme ça. À part les psychopathes, aucun être humain se dit « je suis du mauvais côté ». Tout le monde pense être du bon côté. Poutine, je pense qu'il est du bon côté. Et Trump, c'est sûr qu'il pense qu'il est du bon côté. Donc, ça, le bien, le mal, il faut avoir cette pensée-là contre soi-même, en fait. Philippe. Je ne sais plus quelle était votre question, je ne sais plus si j'y ai répondu. Oui, très bien. C'était sur Rousseau. Je pense que tous nos emmerdements viennent du fait qu'un jour, quelqu'un a dit « l'homme n'est bon ». L'homme n'est pas bon, il n'est ni bon ni mauvais. Il faut qu'il se sociabilise, qu'il se cultive, voilà. Et à partir du moment où on pense que c'est la société qui est coupable,
on va donc zigouiller la société. Sauf que la société, elle est faite d'êtres humains. C'est ce qu'ont fait les Khmers rouges, par exemple, ou Hitler, où ils zigouillent tout le monde au nom de l'homme qui est bon. Puisque l'homme est bon, on va supprimer ce qui est mauvais. Sauf que ce qui est mauvais, c'est composé d'hommes aussi. Donc, je pense que même s'il y a des qualités, et le pauvre Rousseau, il n'a pas pu prévoir Pol Pot, il n'a pas pu prévoir Marx, mais regardez Karl Marx. Karl Marx, le premier livre de Karl Marx, ça s'appelle Le problème juif. Il était juif lui-même, petit-fils de rabbin. Il a écrit dans ce livre exactement la doxa de ce qui va nourrir l'antisémitisme politique au XIXe et au XXe siècle. C'est un écrit antisémite d'une violence hallucinante. Mais Marx, il pensait qu'il faisait très bien pour l'humanité. Il aimait beaucoup Rousseau, d'ailleurs. Et il pensait qu'il faisait quelque chose de bien. Il y a une partie, si vous voulez. C'est tout le problème qu'on vit aujourd'hui, qui nous rend tous un peu perplexes, voire malheureux. C'est que les gens qui étaient de gauche ou qui sont de gauche... Par exemple, moi, bon, on s'en fout de mes opinions politiques, mais moi, disons que j'étais plutôt genre rocardien. J'aimais beaucoup Rocard. Il aimait bien Cabu et moi, il aimait bien Charlie. Et de temps en temps, on déjeunait tous les trois chez Lippe. C'était vraiment un brave homme et brillant, magnifique politique et tout ça. Et moi, je me sentais rocardien, si vous voulez. C'était un peu une gauche libérale. Cette gauche libérale, qui n'existe plus aujourd'hui dans l'échiquier politique, elle n'a jamais été antisémite. Jamais. Tandis que l'autre gauche, la gauche non libérale, qui est la France insoumise, qui était autrefois le Parti communiste, qui était, non pas qu'ils étaient tous antisémites, mais ils portaient le germe de l'antisémitisme. Le premier pays, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, qui accomplit des actes qui trahissent un antisémitisme d'État, c'est le complot des blouses blanches à partir de 1948, où il tue tous les médecins juifs, c'est l'URSS. Et les intellectuels français, tous compagnons de route du Parti communiste français, etc., ils ferment leur gueule. Vous voyez, c'est parce que l'homme est bon. C'est parce que l'homme est bon, c'est pour la bonne cause de l'homme. La bonne cause de l'homme, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et aujourd'hui, cette gauche dont on s'étonne, la France insoumise, encore avec l'affiche d'Hanouna la semaine dernière, on se dit « Ah, quand même, c'est surprenant ». Ça n'est pas surprenant. Elle a toujours été antisémite. Pendant l'affaire Dreyfus, elle était déjà antisémite. Jules Guesde, le patron de la gauche à cette époque-là, marxiste, il était anti-Dreyfusard. C'est une gauche qui a toujours été antisémite. Il faut le savoir, il faut la combattre. Il faut la combattre et puis, en tous les cas, arrêter de croire à leur baratin. Vous voyez, et tout ça, c'est la gauche qui croit que l'homme n'est bon. Mais qu'au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui fait que l'homme n'est bon, mais qui fout le bordel. Sinon, ça serait formidable. Et qui c'est qui fout le bordel? Au bout d'un moment, on cherche. Ah bah, tiens, c'est les Juifs. Vous voyez, au bout d'un moment, ça finit toujours comme ça. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à un moment du second procès des attentats de Charlie, et à un moment, il y a le juge Trévidy qui vient témoigner, et en fait, on lui pose une question, il dit, bon, bah alors, Charlie Hebdo, on comprend pourquoi il y a eu l'attentat, enfin, on comprend, on voit la raison. On voit ce qui est ciblé. Voilà. Bon, les policiers qu'on a tués, on voit pourquoi. Mais pourquoi l'hypercachère? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire-là? Et Trévidy répond, bah oui, mais ça, c'est dans nos dossiers, on voit ça tout le temps. En fait, quand on ne sait pas qui tuer, on tue des Juifs. Et effectivement, c'est la pensée de... Quand ils ne savent pas quelle cible prendre, bah, c'est pavlovien. Regardez, moi j'ai un copain qui a un site... sur le complotisme, Conspiracy Watch. Et alors, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais on voit, par exemple, il y a les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate, ceux qui croient que les vaccins, c'est des puces que la CIA nous met dans le machin, comme si la CIA voulait nous écouter, vous, moi, comme si on était intéressant pour la CIA. Le mec qui croit qu'il est intéressant pour la CIA, faut vraiment qu'il... comme un ballon, quoi. Et, enfin bon, c'est la parano, mégalo, même combat, et donc... Il aime peut-être Voltaire. Et alors, quand on regarde de proche en proche comment évolue leur complotisme,
Au bout d'un moment, bon, la CIA, c'est oui, puis, et paf, le dernier maillon de la chaîne, les Juifs. Ça tombe toujours à la fin sur les Juifs. C'est le travail irrémédiable, en quelque sorte, du complotisme. Et là, maintenant, il n'y a plus de doute possible. D'ailleurs, je me pose une question. Vraiment, je me pose une question. Est-il supportable dans notre Assemblée nationale? Vous savez, là, il y a des députés qui sont venus dans cette réunion de Politeia, enfin Qui sont dans la salle. Qui sont dans la salle. Moi, je les admire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, franchement, d'abord, j'aime toujours bien aimer les personnalités politiques parce que c'est pas facile d'être député, c'est pas facile d'être ministre. Bon, bref, passons. Je pense qu'ils ont énormément de mérite aujourd'hui et que des fois, on les mérite pas. Mais enfin, bon, passons. Ils ont un mérite plus que vous ne pouvez imaginer, pour une raison technique. Les micros à l'Assemblée nationale sont directionnels. C'est-à-dire que quand vous regardez à la télé les débats, vous entendez un bordel, un brouhaha, mais vous entendez la personne parler parce que les micros sont très directionnels. Tandis que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous entendez rien. Pendant des heures, vous avez des hurlements et des hurlements qui vous mettent la tête comme ça. Et je ne sais pas comment ils font, mais l'Assemblée nationale est devenue un enfer. Tous les députés que j'ai rencontrés ces derniers temps disent qu'ils vivent un enfer physique. C'est difficile à vivre physiquement. Alors moi, je me demande, la question que je me pose, alors c'est une question taboue, mais est-ce qu'il faut continuer à supporter un parti antisémite qui gueule tout le temps à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, voilà, pour s'en débarrasser ? On ne peut pas se quitter, le temps presse, mais si on parle de progrès, simplement sans vous poser à tous les deux la question, et je voulais commencer par vous, Richard Malka, est-ce que vous avez l'impression, vous travaillez dessus depuis plus de 30 ans, la liberté, est-ce que vous avez l'impression que notre liberté régresse en France ? C'est très paradoxal parce que alors, il y a encore mieux que les terreplatistes, il y a les terre-creusistes. J'ai découvert ça, il y en a beaucoup chez Alain Soral. Alors c'est des gens qui pensent que la Terre est creuse. Et que parce qu'on ne le sait pas, mais en fait, si tu vas, parce qu'il y a des souterrains, si tu vas au centre de la Terre, bah, tu retrouves Adolf Hitler, Elvis Presley, et ils sont toujours vivants. Oui, tu te demandais où ils étaient. Ben voilà. C'est des terres creusistes, hein, il y en a, ça pullule chez Alain Soral. Ah, c'est bon ça. Ah, ouais. Quelle était, on aime bien. Voilà. Non, alors la liberté, oui, c'est très paradoxal, parce que ça, c'est effectivement quelque chose que j'évoque aussi. Si je regarde la question de la liberté d'expression, qui est la mère de toutes les libertés, si je regarde l'évolution de sa protection, il est clair que jamais dans l'histoire de l'humanité, des personnes ont bénéficié autant de protection de leur liberté d'expression que vous-même, ici dans cette salle. L'État, la justice, la jurisprudence, avec la CEDH, avec la Cour de cassation, protègent la liberté d'expression plus que jamais. Et la police protège la liberté d'expression. Nous en sommes tous les deux des exemples vivants. La censure est ailleurs. La censure est ailleurs. Et la censure est ailleurs. Alors que pendant des siècles, c'était l'inverse. Pendant des siècles, les citoyens se battaient pour grignoter de la liberté face au pouvoir temporel, le roi, et au pouvoir spirituel, l'Église. Et puis, une fois que ces libertés ont donc été gagnées à ce point-là, aujourd'hui, à force de combats, de siècles de combats, de tragédies, de drames, de gens comme le Chevalier de la Barre ou d'autres qui ont été exécutés, d'écrivains mis en prison, au moment où on y arrive, c'est comme si, et où l'État protège, c'est comme si le peuple n'en voulait plus. Et c'est comme si, avec des mots comme faut respecter, pas d'offense, pas de vague, c'est comme si on n'en voulait plus. C'est comme s'il fallait restreindre le champ de la liberté d'expression sur tout un tas de sujets. Alors, il ne faut pas parler de religion, ça c'est pas respectueux. Il ne faut pas parler de ceci, de cela. Et ça n'a rien à voir avec l'islam.
Mais Voilà, c'est encore ça. plus large que ça. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est toujours comme ça, quoi, si vous voulez. Le fond du problème, c'est qu'il y a une religion, pas pour dire les choses comme elles sont, Oui. qui a commencé, il y a une partie de cette religion qui s'est radicalisée et qui a instauré dans la société une terreur. Et aujourd'hui, la censure, c'est pas l'État, c'est ça. Alors, il y a ça, mais c'est encore plus large que ça. Parce que après, il y a sur les- le il y a les sujet woke. de l'écologie, sur le sujet... Et Dieu sait si j'adhère à ces thèses, mais j'aime bien aussi pouvoir entendre les autres, ceux qui pensent différemment. Puis ça m'enrichit, moi. Puis faut douter. C'est ma religion. Il n'y a pas de sacré. Sur les questions de genre, il faut pouvoir parler, pas simplement... il faut pouvoir discuter, il faut entendre le point de vue adverse, sinon c'est dangereux. Sinon ça se transforme en dogme, en idolâtrie, ça va trop loin, il y a des excès, il y a des dérapages, et puis après on en arrive à alimenter ceux que l'on n'a pas du tout envie d'alimenter. Donc la contradiction, la liberté d'expression, elle est importante sur tous les sujets. Il faut accepter d'être heurté, en fait. Il faut accepter d'être choqué. Et on ne veut plus. Et sous ces vocables-là de faut pas choquer, c'est la définition de la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs de la liberté d'expression, c'est tous ceux qui heurtent, qui choquent, qui blessent. Et on ne veut plus être blessé. Et pas d'offense. Et effectivement, quand on dit faut respecter, en fait, il faut respecter quoi? Il faut respecter les religions. Et puis, parmi les religions, il faut surtout respecter le fait de ne pas pouvoir critiquer l'islam. Alors, on invente des mots comme islamophobie, etc. Et donc, il y a tout un arsenal qui limite la liberté d'expression. Et moi, j'ai des procès invraisemblables. Et pas que sur le terrain religieux. Sur tout un tas de terrains sociétaux où les gens vous disent « Non, mais vous n'avez plus le droit de dire ça parce que moi, ça me blesse. » En fait, alors dans ce cas-là, comme il n'y avait pas une personne ici qui est blessée par les mêmes choses que son voisin, en fait, on ne peut plus parler d'absolument rien. Il ne faut plus vivre qu'avec des gens qui pensent exactement comme vous, voire tout seul. Comme ça, on ne prend vraiment pas le risque d'être blessé. Donc, voilà, et donc, il y a un mouvement très paradoxal où on n'a jamais bénéficié d'autant de droits, protégés légalement, mais où c'est comme si on avait peur. Comme si on voulait... C'est vrai que la liberté fait peur. Et ça me renvoie à cette fameuse phrase de Dostoïevski, « Il n'y a rien que l'homme préfère à sa liberté, si ce n'est l'esclavage. » Et il y a une tentation comme ça. C'est confortable. On nous dit quoi faire, on n'est pas confronté à ce qui nous choque, à ce qui nous blesse, à ce qui nous heurte. Mais en contrepartie, on perd notre liberté. Philippe, pour conclure. Victor Hugo, il disait un truc, il dit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est de la peur. » Et ça, c'est vachement profond. Ça nous touche de vraiment très près. Je voulais dire une petite remarque. Alors peut-être que je me trompe, que je vois les choses un peu biaisées, mais moi j'ai connu l'époque où si on n'aimait pas Sartre, on était comme un, je sais pas quoi, un aborigène d'Australie à Saint-Germain-des-Prés. On était... Si on n'aimait pas, on était dans la considération d'un monde intellectuel, culturel, esthétique, obligatoirement lié des intellectuels, même certains qu'on continue à aimer d'ailleurs, comme, je sais pas, il y a des bouquins de Roland Barthes qui sont magnifiques, bon, mais quand même on était... Alors moi j'étais très rétif quand j'étais pas communiste, les Mao je les trouvais hallucinants, enfin j'avais lu Simon Leys dans les années 70 donc j'étais vacciné, mais quand même on a vécu sous la domination d'une pensée de gauche de compagnon de route. C'est vraiment un concept très fort dont aujourd'hui la France insoumise est et puis même des journalistes du Monde comme Benjamin Barthes, tout ça, qui écrivent sur le Moyen-Orient et qui pensent que le Hamas, c'est Jean Moulin. Donc, si vous voulez, c'est ces trucs de compagnons de route. Il y a une domination comme ça, mais à force de bêtises, à force d'excès, à force d'intolérance, j'ai l'impression qu'ils vieillissent, qu'ils deviennent groupusculaires, et que là, il y a une pensée libérale aujourd'hui. Libérale, pas au sens vous voyez ce que je veux dire, quoi, comme au vrai sens du terme libéral, qui pour la liberté, une liberté civile très 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 exigeante. Il y a une pensée libérale moderne qui est en train
D'ailleurs, ici, c'en est la preuve, finalement, parce qu'il y a beaucoup de représentants de cette pensée et qui intéressent beaucoup de monde. Vous venez, écoutez, bon. Et je pense que cette pensée libérale est en train de gagner du terrain. Et c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on est en train de se libérer d'un moule idéologique qui enfermait la pensée en Europe, et notamment en France. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Avant de terminer, je voulais passer un visage sur l'écran, celui de Boualem Sansal, qui est enfermé depuis de nombreux jours, en 120 jours, par le pouvoir algérien. Il est invité symbolique de Politeia, et on souhaite évidemment le plus rapidement possible sa libération. Merci beaucoup Philippe Val. Merci beaucoup Richard Malka. Les livres de nos invités sont disponibles à la librairie, ils vont les dédicacer et on se retrouve dans une demi-heure pour la table ronde conclusive de Politeia avec même une surprise à la fin. Bon dernier jour de festival, vive la liberté, au revoir.